Dans l'épisode 1, l'escouade de l'armée des pourfendeurs de démons de Léo et Sanemi enquête sur un château occupé par des démons. Certains membres affirment que des villageois y ont été traînés de force, mais qu'ils ont mystérieusement disparu juste devant les portes. Le pilier du vent pense immédiatement à un piège des démons pour faire diversion. Léo observe la scène et repère un individu en train d'enlever une villageoise. Il ordonne alors à tout le groupe de lui tomber dessus à plusieurs pour lui tirer les vers du nez. Mais le démon s'enfuit à toute vitesse à l'intérieur du château, forçant les pourfendeurs à courir après lui pendant un bon moment avant de le rattraper. À peine entrés, une horde de démons les attend pour dévorer leur proie. Ils fondent sur eux par surprise, mais les lames de Léo et Sanemi les découpent instantanément en morceaux. Les deux piliers éliminent facilement chaque ennemi, tandis que leurs deux subordonnés doivent unir leurs forces pour s'en sortir. Une fois les sous-fifres liquidés, Sanemi ordonne aux jeunes recrues de se replier vers la ligne de front, pendant que lui et le pilier du serpent restent pour poursuivre l'enquête. Très affûté, Sanemi remarque rapidement qu'une foule de démons se cache juste au-dessus d'eux. Il s'élance et utilise le souffle du vent, deuxième mouvement, griffe purificatrice du vent destructeur, pour éliminer les démons à proximité. Léo bondit à son tour et enchaîne avec le cinquième mouvement, serpent rampant, balayant les derniers survivants. Sanemi se lance aussitôt à la poursuite du ravisseur de la villageoise, tout en décapitant au passage les démons qui osent lui barrer la route. Le ravisseur gagne du terrain à toute vitesse, alors que les deux piliers se retrouvent submergés par des vagues de démons de plus en plus nombreuses. Léo dit à Sanemi de foncer sauver la jeune fille pendant que lui reste en arrière pour couvrir ses arrières. Une fois le pilier du vent parti, Léo déclenche le troisième mouvement, spire de serpent, pour balayer les démons d'un seul coup. Au même moment, Sanemi rattrape enfin le ravisseur et lui ordonne de relâcher l'otage avant d'aller directement en enfer. Mais le démon s'obstine et ordonne à ses sbires d'attaquer, mais ils se font balayer par le quatrième mouvement, tempête de sable du pilier du vent. Acculé, le démon jette la jeune fille dans le vide. Heureusement, Léo arrive à temps pour la rattraper. Les deux piliers continuent de le traquer et tombent par hasard sur une immense arène abritant une infinité de démons. Au moment où Sanemi tente de transpercer le démon, les portes se referment brusquement avec fracas, les téléportant tous les deux à leur point de départ. Malgré cet échec, ils ont au moins eu la chance de découvrir un repère anormalement suspect utilisé par les démons. Pendant ce temps, Rita, sur le chemin du retour après une mission, passe rendre visite à Shinobu. Celle-ci lui annonce que notre organisation a réussi à éliminer deux lunes supérieures au village des forgerons. De plus, Nezuko a maintenant réussi à s'adapter à la lumière du soleil, mais on craint que les sbires de Muzan ne la ciblent sans relâche désormais. Shinobu demande donc à Rita de veiller sur Nezuko pendant quelques jours, car elle doit assister à une réunion d'urgence au domaine de Nagato. Elle lui impose cette tâche sans même attendre son accord. Au même moment, à l'hôpital, Jiro apprend que les habitants du village des forgerons sont en train d'en évacuer pour reconstruire leur village ailleurs. Les dégâts sont considérables, ce qui est inévitable après avoir dû affronter pas moins de deux lunes supérieures. Heureusement, les villageois avaient déjà prévu un autre refuge secret en cas de destruction du village actuel. Goto demande à Jiro s'il se sent bien, car le jeune homme est resté dans le coma pendant 7 jours entiers. Jiro pense que ça va aller, d'autant plus que Suzy s'est réveillée avec un appétit d'ogre, et Kenzo a récupéré juste après. Goto, curieux, se demande bien comment un démon comme Nezuko peut marcher sous le soleil. En tant que grand frère, Jiro n'en a absolument aucune idée lui non plus. Est-ce qu'elle est en train de redevenir humaine, ou s'agit-il d'une nouvelle forme de démon évolué? Encore un peu désorienté, il prononce inconsciemment le prénom de Hinata. Le jeune homme fait alors mine de tousser bruyamment pour éviter d'éveiller les soupçons de Goto. En tout cas, à cause de cette situation, l'organisation a élevé son niveau de vigilance au maximum. Les choses risquent de se compliquer sérieusement dans les jours à venir. Au domaine, en attendant le début de la réunion, les piliers discutent de la dernière bataille contre les deux lunes supérieures. Sanemi, lui, exprime son envie de se frotter à des adversaires coriaces. Pendant ce temps, Léo s'enquiert de la santé de Suzy. Ryo se sent soulagé qu'aucun pilier n'ait y laissé sa peau lors du dernier affrontement. Alors qu'ils prennent des nouvelles les uns des autres, Maya, l'épouse de Monsieur Nagato, fait son entrée pour présider la réunion. La santé de son mari s'étant détériorée, l'épouse du maître s'incline pour s'excuser de son absence, un geste que les piliers acceptent avec le plus grand respect. Ryo prend la parole au nom de tous pour transmettre leurs meilleurs vœux à Nagato, espérant sincèrement que sa famille surmontera cette période difficile. Une fois les salutations d'usage terminées, Maya partage ses prévisions. Muzan fera tout ce qui est en son pouvoir, par tous les moyens possibles, pour s'emparer de Nezuko afin de l'étudier. Une guerre d'une ampleur sans précédent pourrait bien éclater très bientôt. Laissant cela de côté pour l'instant, Maya se montre curieuse au sujet des marques apparues sur la peau de Suzy et Enzo. Comme ces marques se sont manifestées durant leur combat, elle leur demande de raconter en détail ce qu'ils ont ressenti à l'assemblée. À l'époque Sengoku, les premiers épéistes possédaient de mystérieuses marques et avaient presque réussi à acculer Muzan. Sanemi s'étonne qu'une information aussi cruciale ait pu être dissimulée pendant tout ce temps. Maya propose 2 explications qu'elle juge plausibles.
Premièrement, la légende concernant ces marques reste très floue. Deuxièmement, l'armée des pourfendeurs ayant été décimée à de multiples reprises à travers l'histoire, de nombreux récits ont fini par se perdre. Selon les rumeurs, il suffit qu'une personne éveille sa marque pour que les autres membres ressentent une résonance et la développent à leur tour. Et le premier de notre époque à avoir éveillé cette marque n'est autre que Jiro, même s'il est bien trop naïf pour s'en être rendu compte. Après s'être creusé les méninges pour se remémorer le combat, Suzy commence à décrire ses sensations lors de l'apparition de sa marque. En gros, ça faisait des trucs du genre, bam, boum, pif, paf, avec des sauts périlleux dans tous les sens. En écoutant ces explications, tout le monde est resté bouche bée devant une histoire aussi incroyable. Enzo raconte que de son côté, ses souvenirs concernant ces marques restent très flous. Il se rappelle seulement qu'alors qu'il utilisait son souffle pour ralentir la propagation du poison, il a aperçu par hasard un jeune garçon sur le point de se faire tuer. À ce moment-là, son esprit a été submergé par de vieux souvenirs et une rage immense, ce qui a fait s'emballer son cœur et monter sa température corporelle comme s'il avait une forte fièvre, mettant encore plus sa vie en danger. Pourtant, c'est précisément cet état qui lui a donné la force de renverser la situation. Ainsi, la méthode pour obtenir ces marques dépend de chacun, mais cela s'accompagne d'une fièvre extrêmement élevée. Suzy, l'ayant vécu, compatit, tandis que Sanemi trouve que ça a l'air bien trop facile à réaliser. En résumé, Maya laisse le soin aux piliers de mener cette enquête. De plus, la priorité sera donnée au recrutement de quiconque possède ces fameuses marques. Une fois la réunion terminée, Tomioka s'éclipse rapidement, s'attirant aussitôt les critiques de Sanemi et Léo pour son manque d'implication. Malgré les tentatives de tout le monde pour forcer ce grand solitaire à cracher le morceau sur ses raisons, Tomioka s'en va tranquillement, l'air de rien. Fou de rage, Sanemi est sur le point de sauter sur Tomioka pour en découdre, mais Ryo intervient aussitôt en frappant dans ses mains, imposant une aura écrasante pour calmer le jeu. Notre bon moine suggère qu'il serait bien plus sage de s'asseoir autour d'une tasse de thé pour en discuter calmement. À l'infirmerie, Jiro continue de s'empiffrer comme si de rien n'était, ce qui laisse Goto complètement abasourdi. Le jeune homme se sent rassuré d'apprendre que Nezuko discute souvent ces derniers temps avec les jeunes servantes. Au même moment, dehors, Zenitsu est en train de parler avec les fillettes du domaine. En gros, notre jeune ami déprime un max parce que les petites n'en ont carrément rien à faire de lui. C'est alors qu'Awa s'approche poliment pour saluer Zenitsu, plongeant instantanément le garçon dans ses délires amoureux. Pendant ce temps, l'adorable Nezuko jette un coup d'œil timide derrière un mur. Bon retour parmi nous. En entendant cela, notre freluquet a l'impression d'être frappé par la foudre. Oh là là, mais depuis quand est-elle devenue aussi mignonne? Zenitsu se précipite pour la draguer lourdement et lui demande sa main sur le champ, mais Awa s'interpose pour l'arrêter. C'est alors que Nezuko, par pur réflexe, salue Inosuke. Ce qui rend Zenitsu complètement fou de rage au point de vouloir transformer la tête de sanglier d'Inosuke en boudin. Justement, à l'infirmerie, Goto mentionne également le fait qu'Inosuke force constamment la petite sœur de Jiro à retenir son nom. Un peu plus tard, l'oncle Otaru arrive tout essoufflé et tremblant pour remettre son sabre à Jiro. Cette arme a été précieusement conservée par le jeune Kotetsu, et une partie du sabre de Goku y a été intégrée. Jiro retire délicatement le fourreau et reste émerveillé devant cette lame d'un noir de jet. Otaru raconte que le forgeron d'origine avait conçu cette arme avec la ferme intention d'exterminer jusqu'au dernier des démons. Au lieu d'y inscrire son propre nom, il y avait gravé le mot « exterminaire » en caractères géants. C'est grâce à la création de ce sabre qu'un système de classification des armes a vu le jour, et seuls les piliers ont le privilège d'y faire graver l'inscription « destructeur de démons ». Jiro en a des frissons partout en écoutant cela, mais il s'étonne soudain, pourquoi son propre sabre porte-t-il cette inscription? Et là, Otaru s'énerve direct, « Ta gueule, j'ai pas besoin de tes remarques. Je n'avais même pas fini que vous avez débarqué pour me le piquer, alors ferme-la. En plus, tu passes ton temps à le bousiller, m'obligeant à tout recommencer à zéro, sale gosse. Sans oublier que j'ai dû le forger avec des fractures sur tout le corps. » Entendre Goto comparer la gravité de ses blessures à celle de Jiro ne fait qu'agacer encore plus notre forgeron colérique. Après une bonne séance de chamaillerie, Otaru finit par lâcher l'affaire et rentre chez lui. Heureusement qu'il était blessé pour être aussi calme, sinon il l'aurait charcuté 100 fois. Allongé à côté, Zenda commence à saturer à cause de tout le boucan que fait la bande de Jiro depuis tout à l'heure. À peine a-t-il fini sa phrase qu'Inosuke défonce la porte et déboule en hurlant de joie. Zenda râle. Quelqu'un peut s'il vous plaît virer ce porc bruyant d'ici? Mais Inosuke s'en fiche et annonce qu'ils vont bientôt s'entraîner avec des types hyper forts, même s'il n'a absolument aucune idée des détails. Pour être plus précis, lors de la réunion, les piliers ont prévu d'organiser un entraînement spécial qu'ils dirigeront eux-mêmes. Comme le temps presse, cela commencera dès dans 3 jours. Chaque instant est précieux, car nos piliers ont besoin de renforcer leur puissance de frappe au cas où Muzan déclencherait les hostilités. Ryo est convaincu que Muzan va rassembler toutes ses forces pour capturer Nezuko. Mais le plus étrange,
c'est que les apparitions de démons se font de plus en plus rares. Depuis l'incident du village des forgerons, le maître espère que les piliers ici présents feront tout leur possible pour élever le niveau de l'organisation dans un court laps de temps, vu l'urgence de la situation. Bien sûr, tout le monde est d'accord, et il compte même demander l'aide des piliers à la retraite. Seul Tomioka ne participe pas à cet entraînement cette fois-ci. Le lendemain matin, Zenitsu se plaint que d'enchaîner les missions et l'entraînement intensif avec les piliers n'a absolument rien de réjouissant. Celui qui a eu cette idée ferait mieux de s'ouvrir le ventre sur le champ. Quant à Tanjiro, il est ravi, car s'entraîner avec des personnes fortes lui permettra de progresser beaucoup plus vite. Zenitsu pique une crise, lui mordit la tête à répétition et menace de rompre leur amitié sur le champ. Avant de se séparer, Tanjiro remercie Zenitsu de lui avoir donné l'astuce pour utiliser le souffle de la foudre lors de son combat contre la 4e lune supérieure. Parfois, les liens entre les gens peuvent nous sortir d'un mauvais pas. Bref, si on s'entraîne avec les piliers, l'avenir s'annonce vraiment radieux. En entendant cela, Zenitsu retrouve le sourire et dit au revoir à son meilleur ami. Là, haut sur la montagne, Tengen s'occupe de l'entraînement d'un groupe de jeunes recrues, et évidemment, ces exercices font vivre un véritable enfer aux pauvres gamins. Heureusement que Tengen a des épouses attentionnées et dévouées, qui ont décidé de prêter main forte aux élèves en leur préparant à manger. Reste à savoir si les jeunes auront encore la force d'avaler quoi que ce soit. Si Tengen se montre si dur avec eux, c'est parce qu'il doit bientôt les confier aux autres piliers. Une fois cette formation terminée, c'est sûr qu'ils seront bien plus forts. C'est juste dommage qu'il ne puisse pas se donner à fond pour les forger lui-même. Ainsi, ces pauvres bougres s'entraînent si dur avec les exercices des piliers qu'ils sont littéralement au bout de leur vie. En fin d'après-midi, un corbeau arrive pour remettre à Tanjiro une lettre du maître. Le message explique que Tomioka ne participe pas à cet entraînement intensif des piliers. Au même moment, Aman prend soin de Kagaya tout en lui rapportant les progrès de la formation des troupes. Elle est convaincue que ces jeunes hériteront de sa volonté pour accomplir son vœu le plus cher, vaincre Muzan. Kagaya serre la main d'Aman et rassemble ses dernières forces pour la remercier de l'avoir accompagnée pendant si longtemps. Une fois la nuit tombée, un corbeau, prétendant représenter la maison Ubuyashiki dont le chef est alité, arrive pour entamer une discussion. Tamayo est assez surprise qu'il ait pu localiser une cachette aussi bien gardée. C'est tout simple, le corbeau a identifié l'ancien propriétaire de la demeure, tout en suivant les déplacements de Yushiro pour localiser l'endroit exact. Il lui demande de ne pas trop se méfier, car ils peuvent se considérer comme des alliés. Je vous promets de ne faire aucun mal à Yushiro, car mon seul but ici est de discuter d'affaires sérieuses. Même si Tamayo reste méfiante, le vieux corbeau lui présente Shinobu. Comme celle-ci s'y connaît particulièrement en démons et en pharmacologie, le maître espère qu'elles coopéreront pour mener des recherches, notamment sur la capacité de transformation de Nezuko. Tamayo n'aurait jamais cru qu'on l'inviterait un jour au quartier général des pourfendeurs de démons pour trouver un moyen d'anéantir Muzan. Épisode 2. Alors qu'Ushiro est en train de ranger la maison, il presse un mauvais présage et se précipite aussitôt dans la chambre de Tamayo. Il lui conseille de déménager immédiatement ailleurs, mais Tamayo est fermement décidée à coopérer avec l'armée des pourfendeurs de démons. Elle a le sentiment que tous ces événements récents convergent pour former une immense vague, tout comme autrefois. Notre destination finale est donc bien le quartier général des pourfendeurs. Au même moment, Tanjiro continue de lire la lettre de Kagaya, et apprend que le maître souhaite ardemment s'entretenir avec Tomioka. L'organisation et tous ses membres se préparent activement dans l'urgence, c'est pourquoi j'aimerais que tu parles à Tomioka en mon nom, pour l'aider à sortir de sa solitude et de son pessimisme. Après avoir lu cela, Tanjiro décide de partir dès le lendemain matin à la rencontre du pilier de l'eau. La jeune Awa pense qu'il va participer à l'entraînement spécial et tente de le retenir. Tanjiro la rassure en lui disant qu'il doit simplement aller voir quelqu'un, et qu'elle ne doit pas s'en faire. Il demande également à Awa s'il existe un moyen de transmettre ses sentiments à une personne solitaire, pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Elle lui avoue qu'elle n'en a aucune idée. Si c'était moi, je laisserais tomber. Awa s'en va brusquement et demande à Tanjiro de patienter un instant car elle a quelque chose à lui donner. Un moment plus tard, elle revient et lui tend des onigiri faits maison. On ne peut pas réfléchir le ventre vide, il faut d'abord bien manger pour garder le moral avant de penser à autre chose. Une fois arrivé à destination, il a beau appeler le pilier de l'eau à plusieurs reprises, il n'obtient aucune réponse, et s'apprête à faire demi-tour. Tomioka pensait que Tanjiro avait abandonné, mais en regardant par l'entrebâillement de la porte, il aperçoit le garçon qui guette. Puisqu'il est déjà là, il se résout à le laisser entrer pour discuter. Après avoir fait le point sur la situation, Tanjiro lui demande s'il veut bien l'entraîner. La réponse est évidemment non, et Tomioka s'agace de voir que son cadet n'a pas maîtrisé le souffle de l'eau. Tanjiro comprend que Tomioka plaçait de grands espoirs en lui pour devenir le prochain pilier de l'eau, alors il essaie de le rassurer. Cependant, Tomioka estime qu'il n'est pas digne de son rôle de pilier et souhaite que quelqu'un lui succède le plus vite possible. Malgré le refus de son aîné, Tanjiro est déterminé à ne pas lâcher l'affaire.
Il dépose les onigiri préparés par Awa devant la chambre de Tomioka et s'endort dans le dojo pour l'attendre. La nuit tombée, Tanjiro est ravi de voir que Tomioka a tout mangé et se met à le suivre pendant sa patrouille. Dès lors, notre jeune entêté le colle sans relâche à chaque instant, ce qui finit par épuiser totalement le pauvre pilier. Un jour, Tomioka avoue à Tanjiro qu'il n'a pas réellement réussi la sélection finale à l'époque. Il avait passé l'examen aux côtés de Sabito, un garçon qui avait vécu un drame similaire au sien. Sabito et Tomioka n'avaient alors que 13 ans et étaient des amis formés par le même maître de l'eau. Sabito était une personne profondément gentille et habitée par un grand sens de la justice, mais il a perdu la vie durant cette sélection. À l'époque, j'avais été blessé par un démon au point de perdre connaissance, tandis que Sabito continuait à se battre pour sauver les autres. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon réveil, on m'a annoncé que j'avais réussi l'examen, alors que je n'avais pas éliminé le moindre démon. Un type comme moi ne mérite pas le titre de pilier de l'eau, et encore moins de côtoyer les autres piliers. Ne t'intéresse pas à un lâche qui ne sait que fuir comme moi. Si Sabito était encore en vie, c'est sûrement lui qui aurait éveillé ses marques. Tanjiro commence à comprendre la profonde douleur qui ronge Tomioka. Il culpabilise depuis si longtemps, pensant qu'il aurait dû mourir à la place des autres. C'est tellement douloureux de voir partir avant nous une personne précieuse, celle qu'on aurait tant voulu voir vivre, simplement parce qu'elle nous a protégés. Tanjiro réalise alors que l'esprit qu'il avait rencontré sur la montagne n'était autre que Sabito, l'ami de Tomioka. J'aurais dû mourir à la place d'une personne aussi forte, bienveillante et intègre que Monsieur Rangoku. S'il était encore là, vaincre Muzan ne serait qu'une question de temps. Inosuke lui avait dit un jour, de ne jamais trahir la confiance de ceux qui sont partis. Mais comment faire comprendre cela à Tomioka? Devrait-il simplement lui dire de continuer à vivre, malgré la tristesse et la honte? Pourtant, Tomioka a déjà dû supporter seul une immense souffrance pendant de longues années avant de devenir pilier. Tanjiro s'exclame alors, pourquoi n'assumes-tu pas ce que Sabito t'a confié? Tomioka se fige, se remémorant le jour où il avait reçu une gifle. Sabito était furieux de voir Tomioka penser qu'il aurait dû mourir à la place d'un autre. Si tu redis ça, on n'est plus amis. Tu n'as absolument pas le droit d'insulter ta sœur qui s'est sacrifiée pour t'offrir une chance de vivre. Alors, continue d'honorer ce que elle t'a légué. Bien que des années se soient écoulées, Tomioka ressent encore la brûlure de cette gifle sur sa joue. Comment avait-il pu oublier des paroles aussi cruciales échangées avec Sabito? Sans doute parce qu'il refusait de raviver ses souvenirs douloureux, en pensant au visage de sa sœur bien-aimée et de son meilleur ami. Tomioka s'excuse pour son manque de maturité, tandis que notre cher Tanjiro commence à se dire qu'il a peut-être fait une énorme gaffe. Et s'il le défiait à un concours de nourriture, où le perdant devrait participer à l'entraînement spécial, par je ne sais quel miracle, Tanjiro réussit à l'entraîner dans un défi de soba froid. Pendant le repas, les deux se demandent soudain ce que Shinobu enseigne durant sa session d'entraînement. Justement, celle-ci est en train de faire brûler de l'encens en priant pour sa défunte sœur, afin de l'aider à contenir sa colère. Kanao vient lui demander de décaler ses cours, et apprend ainsi que son aîné ne participera pas à cette session de formation. La fillette entre et lui demande de lui enseigner plus de choses, ce qui réjouit profondément Shinobu. Je suis heureuse de voir que tu arrives à mieux exprimer ce que tu ressens. À cette occasion, je vais te parler du démon qui a tué notre sœur Kana, ainsi que de la méthode pour l'éliminer. Épisode 3. Les jours d'entraînement suivants ressemblent toujours autant à un enfer, sauf que cette fois-ci, Tanjiro a rejoint les rangs. Après tout ce temps sans se voir, Tengen est ravi de voir que Tanjiro a survécu à son combat contre la lune supérieure, et lui dit de s'échauffer avant de commencer l'entraînement. Ces exercices lui semblent bien légers, et le garçon est même encore plus enthousiaste que les autres. Pendant la pause, Tanjiro discute joyeusement avec les trois épouses de Tengen. Elles le remerciaient pour son aide précieuse au quartier des plaisirs. Tanjiro réalise que le moment du repas est tout aussi impitoyable, car Tengen force ses subordonnés à s'empiffrer, à manger en quantité astronomique les plats préparés par ses trois femmes, sans quoi il leur imposera un entraînement encore plus rude. Tout en mangeant, Tengen surprend une conversation entre ces hommes au sujet des patrouilles nocturnes. Même s'il sait que c'est difficile, il n'a pas d'autre choix que d'accepter la situation. Ce soir-là, deux jeunes recrues font leur tour de garde tout en bavardant à propos des démons. Mais après un bref instant d'inattention, l'un d'eux s'aperçoit que son compagnon a mystérieusement disparu. De quoi foutre une frousse bleue au gars à l'arrêt au milieu, mais il s'avère que ce n'était qu'une mauvaise blague de son compagnon de route. Heureusement, parce que s'il y avait vraiment eu un démon, nos deux lascars seraient déjà 6 pieds sous terre. Les deux continuent leur patrouille sans se douter une seconde qu'un œil les observe intensément dans leur dos. Le lendemain, Jiro est toujours aussi gonflé à bloc et enchaîne l'entraînement infernal de Toby, ce qui laisse tout le monde bouche bée. Du coup, à l'heure du déjeuner, tout le monde se rassemble autour de lui pour écouter le récit de son combat contre les lunes supérieures. Jiro explique en toute naïveté qu'il ne sait même pas comment il a fait pour se faire toucher, ajoutant que s'il est encore en vie après toutes ces attaques,
il continuera tout simplement de foncer dans le tas. En entendant notre jeune ami raconter ça, les autres gars deviennent blêmes devant une telle inconscience. Avant de terminer la journée, Toby ordonne aux recrues de faire tout le tour de la montagne tout là, bas au loin. Le premier qui fait n'importe quoi sera privé de repas. Ses épouses souriant en douce, car elles savent bien que sous ses airs sévères, Toby est un vrai tendre. Comme ce jour-là où un pourfendeur s'est retrouvé coincé sur la montagne, Toby a carrément sauté son repas pour aller le redescendre sur son dos. Si Toby se montre si strict, c'est parce que le maître lui a confié ses précieux combattants. Alors, il est hors de question pour lui de laisser ses jeunes s'effondrer sous sa responsabilité. En entendant cela, Jiro se sent regonflé à bloc et se jette à corps perdu dans l'entraînement. Il est ravi d'apprendre qu'au fond d'eux, les piliers sont tous des gens bienveillants. Jiro se rappelle d'ailleurs de son concours de nouilles avec Tomioka pour le convaincre de participer à l'entraînement spécial. Ce jour-là, il a failli exploser tellement il avait mangé. Et pourtant, l'autre a mangé encore plus que lui. Le pilier de l'eau avait promis de participer à l'entraînement, à une condition, que Jiro termine le bol qu'il venait tout juste de commander. Même s'il était sur le point de tout revomir, il s'est forcé à tout avaler pour convaincre Tomioka. En fin d'après-midi, Léo va voir Sanemi pour prendre des nouvelles de l'entraînement. Sans pour autant être pessimiste, tous deux doivent bien admettre qu'il manque de puissance militaire pour faire face aux lunes supérieures. Si le maître ne nous l'avait pas demandé, on ne perdrait pas notre temps avec ces entraînements inutiles. De plus, Sanemi se pose beaucoup de questions sur ce repère changeant où vivent d'innombrables démons. Léo y envoie d'ailleurs régulièrement ses hommes pour inspecter la zone. Mais les recherches n'ont absolument rien donné. Sans compter que les démons ont soudainement disparu des rues, se pourrait-il qu'ils rassemblent leurs forces pour s'en prendre à la petite sœur de Jiro? Peu importe ce qui arrivera, moi, Sanemi, je m'occuperai de régler tout ça. Léo avoue quant à lui ressentir une certaine anxiété en entraînant les jeunes, pressentant qu'un terrible malheur va s'abattre sur les pourfendeurs. C'est un peu le calme plat avant la tempête. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, si on échangeait quelques coups pour voir. Pendant ce temps, chez Toby, Jiro prend le thé et discute avec les trois épouses du pilier du son. Ina partage avec émotion ses souvenirs de leur précédent combat. À ce moment-là, elle ne pensait même pas revoir l'aube du lendemain, et encore moins être en vie aujourd'hui. Tuma pense que cet affrontement a pas mal marqué son mari, car il pleure souvent en cachette la nuit. Alors s'il te plaît, fais tout ton possible pour éliminer ce musant, et ne déçois pas les attentes de Toby. Le lendemain, le pilier du son annonce aux pourfendeurs qu'ils vont passer à un entraînement spécial au combat réel. Alors, mes 500 gaillards, en route pour la montagne pour un combat nocturne. N'oubliez pas que nous affrontons toujours les démons la nuit. Utilisez donc tous vos sens pour appréhender votre environnement. Toby se propose pour jouer le rôle du démon, tandis que Jiro est chargé de protéger les recrues pendant ses assauts. Même s'il n'est plus au sommet de sa forme et qu'il a perdu un bras, il blesse facilement une foule de combattants. Jiro ne peut que regarder, impuissant, ses camarades se faire terrasser les uns après les autres. Toby surgit brusquement et sème la terreur dans l'esprit des élèves face aux démons. Bien qu'ils aient été prévenus, sa puissance phénoménale écrase totalement les recrues. Dès qu'il ne reste plus que Jiro, notre homme n'hésite pas une seconde à l'attaquer sans relâche. Tout le monde est impressionné de voir que Jiro arrive à se défendre, et même à faire jeu égal avec un ancien pilier. Grâce à son exemple, les autres retrouvent courage et s'unissent pour faire bloc contre le pilier du son. Toute la nuit sur la montagne, maître et élève se livrent une bataille acharnée jusqu'au milieu de la nuit, mais au final, les jeunes se font quand même complètement laminer. Malgré leur défaite, ils tirent une grande fierté d'avoir été battus par ceux qui ont terrassé les lunes supérieures. Et tous espèrent qu'un jour, ils parviendront à vaincre ce maudit musant. Même si nous ne devenons qu'un tout petit peu plus forts, nous ferons de notre mieux pour soutenir les piliers le moment venu. Plus motivés que jamais, les jeunes épéistes s'entraînent avec 2 fois plus d'ardeur. Toby conseille alors à Jiro de passer à l'étape suivante, sans oublier de lui demander d'éliminer Muzan en son nom. N'oublie pas que seule sa mort mettra fin à ce cauchemar. Avant d'aller vers son prochain lieu d'entraînement, les épouses de Toby préparent un bon repas pour Jiro, qui reçoit également de chaleureux encouragements de la part des autres combattants. Jiro s'incline poliment pour remercier tout le monde et se met rapidement en route pour le dojo d'Enzo. À peine arrivé, il assiste à une séance d'escrime très rigide qu'Enzo, un pauvre apprenti. Pour être honnête, Enzo est d'une telle sévérité durant cet entraînement spécial que les combattants n'ont absolument aucune chance de réussir ces exercices. Même s'il leur laisse le temps de se préparer, l'écart de niveau est si abyssal que les jeunes se font corriger systématiquement. Ce visage d'un froid glacial s'illumine enfin en apercevant notre rayon de soleil, Jiro. Dehors, le corbeau d'Enzo tient des propos tellement provocateurs que les élèves, fous de rage, ont bien envie de le passer à la casserole pour se venger. Après s'être salués,
le pilier de la brume emmène Jiro voir Maître Kai, le forgeron qui l'a fait venir. Enzo lui demande de tenir son sabre devant lui puis lance un avion en papier, celui-ci se fait trancher net en deux par la lame ultra aiguisée. Kai est venu pour entretenir les sabres d'Enzo afin qu'ils soient au top de leur efficacité pour les combats à venir. Non seulement le maître a donné son accord, mais il a carrément fait construire un atelier spécial pour qu'il puisse travailler tranquillement. Enzo espère d'ailleurs que le maître fera plus attention à sa propre santé au lieu de toujours s'inquiéter pour les autres. En tout cas, je lui en suis extrêmement reconnaissant. L'après-midi vire au cauchemar pour les jeunes recrues qui doivent continuer à s'exercer face au pilier de la brume. Enzo assène ses coups tout en tenant des propos très rudes, ce qui finit par saper le moral des troupes. L'un des élèves suggère alors à Jiro d'aller plaider leur cause pour qu'Enzo soit moins cassant, afin de ne pas ruiner leur motivation inutilement. Mais Jiro estime que c'est Enzo qui a la tâche la plus difficile, car en plus de son propre entraînement, il doit assumer toute la formation des recrues. Pendant la pause, tout le monde continue de râler sur la façon de parler cinglante du pilier de la brume. Pourtant, il s'est beaucoup adouci par rapport à avant, même si les recrues ne s'en rendent pas compte. C'est d'ailleurs ce que Jiro et ses camarades finissent par remarquer. Ces derniers temps, Enzo sort souvent la nuit sans que personne ne sache pourquoi. Dans le village, les innombrables yeux de la nouvelle 4e lune supérieure surveillent discrètement les moindres faits et gestes des piliers. Près du temple, Sanemi et Léo s'affrontent pour peaufiner leur technique, mais le duel se termine encore par un match nul. Enzo surgit alors pour demander à se joindre à eux, estimant que s'exercer uniquement avec les élèves ne lui suffit plus. Pour lui montrer leur respect, les deux vétérans décident de s'allier pour donner une bonne leçon à ce jeune qui vient de passer pilier. Malgré sa jeunesse, Enzo fait manifestement jeu égal et parvient à suivre sans problème la cadence imposée par ses aînés. Une fois la séance terminée, Sanemi semble ravi de cet entraînement nocturne en compagnie de ses deux camarades. Enzo leur raconte que Jiro fait d'incroyables progrès et qu'il devrait bientôt arriver chez eux. Bien qu'il ait un comportement irréprochable, notre jeune ami n'est pas vraiment dans les petits papiers du pilier du vent et du pilier du serpent pour des raisons totalement stupides. À mesure que les jours passent, les séances d'Enzo deviennent de plus en plus impitoyables. Aujourd'hui, le pilier de la brume exige même des élèves qu'ils utilisent de vrais sabres pour rendre le combat plus réaliste. Mais avant même d'avoir pu porter le moindre coup, certains s'effondrent déjà sous la pression dégagée par Enzo. L'élève est déçu de constater qu'ils ne font vraiment pas le poids face à lui, sachant pertinemment que le pilier s'impose une rigueur bien supérieure à la leur. De plus, vous revenez chaque nuit couvert de blessures. Nous allons faire plus d'efforts. Enzo leur répond alors froidement que s'ils restent à ce niveau, les démons n'en feront qu'une bouchée. Plutôt que de courir à une mort certaine, je préfère que vous cherchiez à vivre le plus longtemps possible. Après quelques jours de pratique, Jiro progresse à pas de géant et assimile les techniques à toute vitesse. Désormais, non seulement il rivalise avec Enzo, mais il parvient même à placer quelques attaques bien senties. Ce qui surprend d'ailleurs beaucoup Enzo. Le pilier de la brume est très satisfait du résultat et autorise Jiro à passer chez les autres piliers pour la suite de l'entraînement. Si Enzo se montre particulièrement chaleureux avec Jiro, pour les autres élèves, le message est clair, qu'ils aillent s'entraîner à manier le sabre correctement. Se rappelant que Maître Kai lui avait dit qu'Enzo adorait lancer des avions en papier, notre jeune ami lui lance un défi, si le pilier de la brume perd, il devra se montrer un peu plus doux avec les recrues. Même si c'est un espoir infime, tout le monde est profondément reconnaissant pour la gentillesse de Jiro. Les deux compères s'installent dehors pour s'affronter, Enzo étant persuadé de l'emporter haut la main. Il va même jusqu'à lui accorder un handicap, si Jiro gagne une seule fois sur 10 manches, il s'avouera vaincu. Alors qu'il se croyait sûr de gagner, notre champion fait un caprice mémorable après une défaite cuisante. Reste à savoir s'il cherche à échapper aux leçons ou bien. En plus de ça, les autres élèves ont réussi à convaincre leur maître de participer à ce jeu. Du coup, toute la bande a passé une journée entière à faire des recherches et à plier des avions en papier pour les faire voler le plus loin possible. Un peu plus tard, tout le monde a lancé ses avions en même temps. Ils se sont envolés très haut dans le ciel bleu, emportant avec eux un mince espoir ainsi que leur désir ardent d'un avenir meilleur qui les attendait. Cet après-midi-là, Tanjiro s'est confié à Giyu, sur le fait qu'il s'inquiétait énormément d'être séparé de Nezuko. Mais il comprenait que l'organisation n'avait pas le choix pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de Muzan. Je dois devenir plus fort le plus vite possible grâce à cet entraînement spécial pour pouvoir enfin la ramener auprès de moi. Ce qui rassurait le plus Tanjiro pour le moment, c'était de savoir que sa petite sœur était sous la garde d'une personne en qui il avait une confiance aveugle. Giyu lui a alors affirmé que s'il parvenait à éliminer ce maudit Muzan, tous les malheurs de ce monde prendraient fin. La prochaine destination de Tanjiro était le lieu d'entraînement de Mitsuri. Curieusement, le pilier de l'amour semblait s'intéresser bien plus à la nourriture qu'à l'entraînement lui-même. En gros, pas de souci à te faire, ici, tu ne manqueras jamais de nourriture, mon garçon. Épisode 5.
À peine arrivé sur le lieu d'entraînement de Mitsuri, Tanjiro s'est fait traîner par cette dernière pour manger un gâteau ultra crémeux. En plus, elle a pris grand soin de lui donner la béquée. Quelle fille adorable, franchement. Mais alors qu'il nageait en plein bonheur, elle l'a soudainement obligé à enfiler une combinaison moulante rose juste après le repas. Les séances d'entraînement de Mitsuri étaient sans doute les plus douces parmi tous les piliers. C'était plutôt vrai au début, jusqu'à ce que Tanjiro voie de ses propres yeux le pilier de l'amour forcer un pauvre épéiste à faire un grand écart facial sans le moindre ménagement. Pour s'assurer que ses subordonnés acquièrent une bonne souplesse, Mitsuri n'hésitait pas à étirer tout le monde, y compris notre jeune héros. Une fois l'entraînement de Mitsuri terminé, Tanjiro s'est dirigé vers la zone d'entraînement intensif dirigée par Léo. Je ne pigeais absolument pas pourquoi à peine arrivé. Il avait déjà pété un câble et voulait me découper? Tout ça parce que Mitsuri avait écrit dans sa lettre que Tanjiro était mignon, Léo était prêt à lui faire la peau à la moindre occasion. Le pilier du serpent a ensuite emmené le gamin dans la salle d'entraînement au maniement du... D'innombrables épéistes sont ligotés dans tous les sens, et il force Tanjiro à s'entraîner à manier son sabre tout en évitant ces obstacles. Léo menace de l'attacher avec les autres s'il ne parvient pas à le satisfaire. Le pilier du serpent jette un sabre en bois à Tanjiro, puis lui montre comment accomplir cette épreuve. Léo se met en garde, puis enchaîne une série de coups de sabre qui se faufilent à travers les fentes étroites entre les épéistes. Quand vient le tour de Tanjiro de s'entraîner, il réalise enfin la pression de tous ses regards terrifiés à l'idée de recevoir un coup. Pris d'hésitation, ses frappes se font douces et perdent toute leur puissance. Du coup, Léo s'énerve et décide de l'affronter directement en devenant son adversaire. Le jeune garçon est bien décidé à frapper, même à travers le plus infime espace, mais chaque fois qu'il croise ses regards terrifiés, il retient ses coups. Profitant de la faiblesse du garçon, Léo met Tanjiro à terre très facilement. Bien que tous deux utilisent le même type de sabre en bois, les attaques de Léo ondulent d'une manière incroyablement étrange. Elles se faufilent dans les moindres recoins, tout comme un serpent. Tanjiro est totalement impuissant, car chaque fois qu'il brandit son sabre, il y a toujours quelqu'un qui se met à pleurer. Alors qu'il se jure de se concentrer encore plus, il touche accidentellement un pauvre malheureux. Même si la séance d'entraînement se termine, Tanjiro continue de s'entraîner sans relâche. Sa détermination touche le cœur des autres épéistes, qui demandent alors à s'entraîner avec lui. Résultat, ils finissent tous dans un état lamentable, et au moment de se glisser dans l'eau chaude, ça leur brûle tellement qu'ils ont envie de se pisser dessus. C'est ainsi que 2 jours s'écoulent. Ce que Tanjiro mange le plus, ce sont les raclés mémorables mijotés par le chef Léo. Mais au 4e jour, il commence à s'adapter et à maîtriser le style de combat du pilier du serpent. Non seulement Tanjiro parvient à se défendre, mais il arrive même à contre-attaquer Léo. Ce duel intense ne prend fin qu'après qu'il a réussi à déchirer le vêtement du pilier. Avant de partir pour sa prochaine destination, il ne manque pas de le rabaisser et de lui ordonner de rester bien loin de sa meuf. En se rendant au camp d'entraînement de Sanemi, il se fait une frayeur bleue à cause de Zenitsu. Celui-ci lui dit « Faut qu'on plie bagage tout de suite, et qu'on quitte cet enfer, sinon on va finir paralysé à vie. » Alors que le pleurnichard est en larmes, la main chaleureuse de Sanemi vient le consoler. Le pilier du vent lui décoche un bon coup de pied pour l'endormir un moment, puis ordonne à Tanjiro de le porter jusqu'à son camp. En chemin, Sanemi lui lance « Je ne t'accepterai jamais ». Tanjiro réplique « Comme si j'avais besoin de la reconnaissance de celui qui a poignardé ma petite sœur ». Ce qui fait instantanément bouillir le sang de Sanemi. Une fois qu'il s'est plié aux règles du domaine, Tanjiro comprend enfin pourquoi Zenitsu comparait cet endroit à un enfer. L'entraînement consiste simplement à échanger des coups de sabre avec le pilier du vent, mais c'est un vrai carnage. Ce malade, dès qu'il repère la moindre faille chez quelqu'un, lui défonce la tronche à coups de sabre. Ayant déjà une dent contre Tanjiro, Sanemi lui réserve un traitement de faveur avec des coups d'une violence inouïe. Après la séance, le corps du garçon n'est plus qu'un énorme bleu, couvert d'innombrables blessures. Alors qu'il cherche un endroit pour faire une pause, Tanjiro surprend par hasard une conversation entre Genya et son frère. Sanemi se montre d'une cruauté extrême, employant toutes les pires insultes de la terre, à l'égard de son propre petit frère. Malgré ce traitement ignoble, Genya persiste fermement dans son désir de se battre aux côtés de son aîné. Quand Sanemi entend le gamin avouer qu'il a consommé de la chair de démon pour pouvoir se battre, cela le rend encore plus hors de lui. Il se jette sur lui avec l'intention de lui crever les yeux, mais heureusement, Tanjiro intervient à temps pour l'écarter. Zenitsu, croyant voir le démon Sanemi en personne, s'écroule avec ses camarades pour faire le mort. Tanjiro hurle sur Sanemi, outré qu'il ose s'en prendre ainsi à son propre frère. Le pilier du vent lui balance alors « Je ne vais pas le tuer, je compte juste le rendre infirme pour le restant de ses jours ». Tanjiro refuse que Sanemi s'immisce dans les choix de Genya, estimant que cela relève de sa liberté personnelle. Sans Genya, il n'aurait jamais pu vaincre la lune supérieure. En entendant ce cri du cœur de Tanjiro, Sanemi décide de rendre les 2 gamins infirmes ensemble, histoire de s'amuser. Le pilier du vent fonce à une vitesse phénoménale et décoche un coup de poing à Tanjiro,
mais le garçon parvient à le bloquer. Mieux encore, il contre-attaque en lui assénant un coup de genou en plein coup. Tanjiro en profite pour demander à Zenitsu d'emporter Genya pendant que lui reste pour affronter ce grand frère obstiné. Alors que le garçon de la foudre s'enfuit entraînant Genya tout en insultant Sanemi, il se prend une droite en pleine poire. La bagarre générale de la veille se solde par le renvoi de Tanjiro du camp d'entraînement de Sanemi. Mais ce qui le tracasse le plus, c'est cette relation brisée et apparemment irréparable entre les deux frères. Le lendemain, Tanjiro et Zenitsu doivent faire route à travers la montagne pour rejoindre le camp du pilier du roc. Une fois sur place, ils découvrent Inosuke, l'homme sanglier, qui s'entraîne d'arrache-pied avec les autres. Mais le plus terrifiant reste sans doute l'accueil du pilier du roc, qu'il trouve en pleine méditation sur un tas de feu. Dans l'épisode 6, dès que les deux garçons arrivent, Gyomei leur impose des entraînements, rester sous une cascade, porter 3 bûches et pousser un rocher gigantesque sur une longue distance. Ces 3 exercices tout simples vont vous endurcir les membres et renforcer votre équilibre. En entendant ça, Zenitsu s'évanouit direct. Tanjiro doit le plonger dans la rivière pour le réveiller. Oh là là! L'eau de cette rivière est tellement glaciale qu'elle me gèle les fesses. Heureusement que les autres apprentis ont conseillé à Zenitsu de se coller contre un rocher pour se réchauffer, sinon le pauvre vieux serait mort de froid. Mais comment ce truc peut-il être aussi chaud que le cœur d'une maman? Pendant qu'il essaie de tenir dans le ruisseau, Tanjiro aperçoit Inosuke sous la cascade, incroyablement déterminé. Mais attends, pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas chanter ses prières? Tanjiro réalise vite que notre sanglier s'est évanoui depuis un bon moment, alors il le tire fissa sur la rive pour le sauver. Un peu plus tard, lui et Zenitsu s'attaquent à cette terrible épreuve de la cascade. C'est tellement froid et lourd, qu'ils n'arrivent même pas à se concentrer pour prier. Complètement épuisés, tous les deux courent se coller contre les pierres pour se réchauffer. Tanjiro ne pensait pas que la pression de l'eau serait si forte, s'il se relâche ne serait-ce qu'une seconde, il risque de se briser le cou. Pendant la pause déjeuner, Inosuke s'empiffre tout en criant combien le pilier de la roche, Gyomei, est balèze. C'est sûr que c'est le plus fort de toute l'armée. À chaque fois que je l'ai défié, il m'a rétamé la tête la première dans le sol. En plus, ça ne m'étonnerait même pas qu'il ait ces fameuses marques sur le corps. De son côté, Zenitsu bougonne que le pilier de la roche est juste bon à intimider les gamins, et qu'il est sûrement incapable de pousser ce rocher géant sur une si longue distance. Tu as bien raison. Gyomei, lui, pousse carrément des rochers plusieurs fois plus gros. En entendant ça, tout le monde devient pâle comme la mort. Seul Tanjiro est tout excité et veut absolument y arriver lui aussi. Pendant que Zenitsu secoue son pote pour essayer de lui remettre les idées en place, tandis qu'Inosuke, hyper motivé, fonce porter les bûches et pousser les pierres. Dès ce jour-là, Tanjiro et notre prodige du souffle de la foudre se donnent à fond sous la cascade. Même s'ils frôlent la mort un nombre incalculable de fois, ils finissent enfin par valider l'épreuve. Le lendemain, Tanjiro trime dur pour l'exercice des bûches et réussit dès le premier jour. La nuit tombée, la nouvelle 4e lune supérieure, après plusieurs jours d'observation dans l'ombre, a déjà localisé environ 60% des effectifs des pourfendeurs. Cependant, elle n'a toujours pas trouvé où se cache Nezuko. Même si le résultat n'est pas parfait, Muzan félicite Nakim pour ses progrès fulgurants. Très détendu, il lui ordonne de poursuivre ses recherches, persuadé qu'il mettra bientôt la main sur Nezuko et sur Ubuyashiki. Le lendemain matin, Tanjiro pousse le rocher à s'en faire éclater les yeux, mais le truc ne bouge pas d'un poil. Pour couronner le tout, des aînés jettent l'éponge aujourd'hui et décident de redescendre pour s'occuper du soutien à l'arrière. Respectueux, Tanjiro s'incline devant eux et leur dit « Je compte sur vous, car c'est grâce à votre soutien à l'arrière que nous pouvons combattre les démons l'esprit tranquille. » Après avoir dit au revoir à ses aînés, Tanjiro retourne pousser son rocher et prépare des boulettes de riz pour regonfler le moral des troupes. Pendant le repas, la bande comprend enfin pourquoi les piliers n'ont toujours pas trouvé de successeur. C'est sûrement à cause de l'entraînement d'enfer et du fossé immense qui les sépare d'eux. De quoi décourager n'importe qui de continuer. Mais il faut avouer que la cuisine de Tanjiro est un pur délice, pas vrai les gars? Évidemment, après tout, je suis un fils de charbonnier. Ces repas chaleureux rappellent à Tanjiro la douce époque où il était encore avec sa famille. Les jours suivants, il reste pourtant incapable de faire bouger ce rocher. Le temps presse car les démons peuvent attaquer à tout moment. Visiblement, la force physique brute ne suffit pas. Tanjiro décide alors d'y associer son souffle. Je m'entraîne depuis si longtemps et ma marque ne veut toujours pas apparaître. C'est alors que Genya surgit de nulle part et lui dit, ta marque sur le front est devenue plus foncée, non, ce qui fait sursauter notre jeune héros. Ces derniers temps, j'étais consigné, alors je n'ai pas pu te contacter. C'est un miracle que Gyomei ne m'ait pas banni. Il m'avait pourtant interdit de m'approcher de Sanemi, mais j'ai fait ma tête de mule et j'ai causé cet incident l'autre jour. Genya s'assoit pour s'excuser d'avoir mêlé Tanjiro à tout ça et le remercie de l'avoir protégé. En apprenant que sa marque est devenue plus foncée, Tanjiro ressent une pointe de joie. Mais pour l'instant, sa priorité absolue reste de faire bouger ce fichu rocher. Comme Genya a déjà réussi cette épreuve, il décide de lui donner un précieux conseil.
Pour pousser sa concentration à l'extrême, il faut répéter un geste précis de manière répétitive et consciente. Moi, par exemple, je récite le mantra de Bouddha Amida, lui explique-t-il. Après le départ de Genya, Tanjiro s'efforce de se remémorer ses conseils. Même si je ne maîtrise pas le souffle, en appliquant ce que m'a appris le pilier de la roche, j'arrive à déplacer ce rocher. Aussitôt, les muscles et les veines de Tanjiro se tendent à l'extrême. Il commence alors à s'imaginer ce que Gyomei a pu ressentir. Les souvenirs de colère et de douleur font grimper sa fréquence cardiaque et sa température corporelle. Malgré tous ses efforts, le rocher ne bouge que d'un tout petit chouïa. Bon, tant pis, il continuera demain. Pour l'instant, place à la cuisine pour nourrir ses camarades affamés. Pendant qu'il prépare le repas, Genya passe lui prêter main forte. Tous deux se demandent si la marque sur le front de Tanjiro n'aurait pas un lien avec un déchaînement d'émotions. Sûrement pas, puisque Gyomei n'a pas de marque et y arrive pourtant. Genya lui demande alors, « Et toi, à quel moment ressens-tu ce flot d'émotions intenses ?» Mais en réalisant que sa question ravive de douloureux souvenirs chez Tanjiro, Genya s'en veut terriblement. Il l'encourage chaleureusement, convaincu qu'il réussira haut la main cette épreuve. Bien avant l'aube, Tanjiro est déjà devant le rocher pour s'entraîner. Il se focalise sur les conseils reçus, ses leçons passées, les souvenirs de sa famille et ses propres tragédies. En nage, les muscles en compote, il sent sa marque s'enflammer de plus en plus. À force de répéter l'effort d'innombrables fois, son corps finit par assimiler tout le processus. Toutes ces sensations fusionnent pour lui donner la force nécessaire de faire bouger le rocher. Porté par l'adrénaline, il continue de le pousser sans relâche, sous les yeux rageurs de ses deux potes, jaloux de le voir réussir avant eux. Pendant ce temps, Muzan, impatient de trouver Nezuko, décide d'aller rendre une petite visite à Ubuyashiki en personne. Épisode 7. Bien qu'il ait réussi à déplacer le rocher, Tanjiro fait de son mieux pour tenir la distance. Boosté par cette réussite, Inosuke, débordant d'une rage de vaincre incroyable, parvient lui aussi à faire bouger sa pierre. Zenitsu stresse à mort, car il est le seul du groupe à être à la traîne. Alors qu'il cherche désespérément un moyen de réussir l'épreuve, il reçoit soudain une lettre apportée par Shuntaro. Peu après, Tanjiro, ayant poussé son rocher sur plus de 100 mètres, s'effondre au sol, complètement épuisé et à bout de souffle. Son entraînement est terminé, mais il est sur le point de passer l'arme à gauche à cause d'une déshydratation sévère. Alors qu'il commence à délirer en pensant à ses amis, Gyomei surgit pour le secourir en l'arrosant d'eau tout en récitant ses prières. Le pilier lui annonce qu'il a réussi l'épreuve du rocher et salue son intégrité. Au village des forgerons, Tanjiro avait fait passer la vie des villageois avant celle de sa petite sœur devenue démon. Gyomei affirme que Tanjiro est un modèle pour tous les pourfendeurs et qu'il peut être fier de ses choix. Tanjiro répond, « C'est Nezuko qui a pris cette décision elle-même. Sur le coup, j'étais complètement perdu, alors s'il vous plaît, ne me félicitez pas. » Gyomei pense que les enfants sont par nature naïfs, fragiles, prompts à mentir et capables de cruauté sans le moindre remords, ne pensant qu'à leur propre intérêt. Pourtant, cet enfant est bien différent. Tanjiro insiste, « Si je n'ai pas fait d'erreur, c'est uniquement parce qu'on m'a toujours aidé. Dans cette situation, j'étais paniqué et incapable de choisir. S'il vous plaît, ne me surestimez pas si facilement. » Tanjiro s'incline respectueusement pour remercier Gyomei de l'avoir sauvé de la déshydratation, ainsi que pour son enseignement. Mais le pilier de la roche continue de lui accorder toute son estime, ce que le jeune garçon a du mal à comprendre. Gyomei lui raconte alors qu'autrefois, il avait recueilli de nombreux orphelins dans un temple modeste et délabré. Bien qu'il manquait de tout, ses enfants s'aimaient profondément et vivaient comme une vraie famille. Un jour, la plus jeune d'entre eux, une petite fille nommée Sayo, est venue partager son repas avec moi parce qu'elle avait de la peine de me voir si faible. Ce geste, bien que minime, m'a fait chaud au cœur. J'ai gentiment refusé. Il faut dire qu'à l'époque, mon corps était déjà entraîné à endurer la faim pendant de très longues périodes. Même s'ils n'ont aucun lien de sang, les gamins s'entendent super bien et s'entraident comme une vraie famille. Je pensais pouvoir vivre ainsi jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce qu'un enfant lâche, terrifié par la mort, ne provoque un drame. Gyomei raconte avec amertume que c'est ce gamin qui a guidé le démon jusqu'au temple pour qu'il le dévore, lui et les 8 autres orphelins. Notre région était infestée de démons, alors la nuit, il fallait absolument brûler de l'encens de glycine. Cet enfant a éteint les 8 encens pour laisser entrer le démon sans la moindre hésitation. Résultat, 4 petits ont été massacrés en un clin d'œil, et 3 autres, paniqués et ne me faisant pas confiance, ont subi le même triste sort. Je suis certain qu'aux yeux de ces enfants, je n'étais qu'un pauvre aveugle faible et bon à rien. Seule la plus jeune, Sayo, a écouté mes conseils. J'ai alors juré de la protéger et je me suis jeté à main nue sur ce monstre. J'ai roué de coups cette créature jusqu'à la réduire en bouillie. C'était une sensation terrifiante que je n'oublierai jamais de ma vie. Même à bout de force,
le corps couvert de blessures, je continuais de frapper pour protéger Sayo. Pourtant, le lendemain matin, quand les villageois sont arrivés, elle leur a dit que c'était moi le monstre qui avait massacré tout le monde là, dedans. Tanjiro en a des frissons, incapable de croire qu'une petite fille de 4 ans ait pu prononcer des mots aussi cruels, même par naïveté. Gyomé soupire, j'aurais tellement voulu que Sayo me dise un simple merci pour l'avoir sauvée, mais non, elle n'a pensé qu'à sa propre survie. Quant à moi, j'ai été jeté en prison pour meurtre, car le corps du démon s'était volatilisé. Sans l'intervention de notre maître pour me sauver, j'aurais sûrement fini exécuté. Gyomé en est convaincu, même la personne la plus gentille au quotidien révélera sa véritable nature face à un choix crucial. Le pilier de la roche avoue qu'il se méfiait de Tanjiro au début, mais que l'honnêteté et la droiture du jeune garçon l'ont fait changer d'avis. Je lis en chacun avec les yeux du cœur, et je peux t'assurer que tu es un garçon exceptionnel. Gyomé joint ses mains pour prier et promet de guider Tanjiro afin de lui éviter de s'égarer. Touché aux larmes, le jeune garçon remercie chaleureusement le pilier de la roche pour sa bienveillance. Gyomé lui caresse doucement la tête avec toute la tendresse de ses jours heureux, un sourire plein de compassion aux lèvres. Pendant le repas, Genya confie que le pilier de la roche est quelqu'un d'extrêmement bon pour avoir accepté de prendre un mangeur de démons comme disciple. Son seul regret est de ne pas être assez fort pour devenir son successeur direct. Dans tous les cas, cet homme l'a énormément aidé, et Genya lui voue un immense respect. Inosuke, lui, s'en fiche complètement et s'empiffre même avec la part de Zenitsu, malgré les tentatives de Tanjiro pour l'arrêter. Genya se demande pourquoi Tanjiro ne lui crie pas dessus ou ne lui fait aucun reproche, alors qu'il se montre si têtu. Ce dernier lui répond que s'il ne maîtrisait pas le souffle, il aurait sûrement réagi de la même manière. Il lui conseille tout de même de passer voir Shinobu pour faire un examen complet, histoire d'être tranquille. Tanjiro propose à Genya de passer chez Tomioka après le repas, mais Genya décline car il n'a pas encore terminé son entraînement de poussée de roche sur 100 mètres. Le sanglier éclate de rire et se moque de lui en le traitant d'imbécile incapable d'utiliser le moindre souffle. Furieux, Genya se jette sur lui pour en découdre, mais Tanjiro s'interpose rapidement. Il propose alors qu'ils discutent plutôt du pilier du vent, Sanemi, tout en marchant un peu plus tard. Au milieu de toute cette agitation, Tanjiro s'inquiète pour Zenitsu, devenu soudainement très silencieux et pensif. Ce dernier le rassure d'un ton grave. « Je cherche juste à y voir plus clair sur ce que je dois faire, ne t'en fais pas pour moi. » Ne sachant pas trop comment l'aider, Tanjiro lui laisse simplement son assiette de poisson grillé avant de s'en aller. Zenitsu, le front en sang et le cœur rongé par la colère, serre fermement une lettre entre ses mains, bien décidé à accomplir ce qu'il a à faire. En chemin, Tanjiro s'inquiète pour Nezuko. Cela fait si longtemps qu'il ne l'a pas vue. Il se demande si sa petite sœur pense encore à lui. Après avoir suivi les indications, il arrive enfin au dojo de Tomioka, où il surprend un duel acharné avec le pilier du vent. Après quelques échanges basiques, Sanemi s'emporte et utilise le premier mouvement, tourbillon de poussière pour harceler le pilier de l'eau. Tanjiro réalise avec stupéfaction qu'il arrive désormais à suivre leur mouvement du regard. Sanemi ne cesse de le provoquer verbalement, même s'il ne comprend absolument pas les répliques calmes de Tomioka. Le pilier de l'eau réplique sereinement avec le 4e mouvement, marée déchaînée, suivi du 7e mouvement, vaguelette perforante. Alors que le pilier du vent enchaîne avec le 5e mouvement, tempête hivernale, leur sabre en bois vole soudainement en éclats. Privé d'armes, ils s'apprêtent à s'entretuer à main nue, mais heureusement, Tanjiro s'interpose juste à temps. Ah, mais c'est qu'il est banni de tout contact avec moi et qu'il a quand même le culot d'espionner en douce, ce sale gosse. Tanjiro répondit innocemment. Pourquoi vous vous disputez pour des mochis aux haricots rouges? Si vous voulez, je peux vous en préparer. Je pensais que pendant l'entraînement des pourfendeurs, tu parlais souvent de ce plat. Sanemi ne put pas supporter l'attitude collante de Tanjiro et lui colla une droite phénoménale qui l'envoya direct dans les nuages. Résultat, le pauvre garçon perdit connaissance et fut pris en charge par le pilier de l'eau, tandis que le pilier du vent s'en alla, furieux. Tomioka expliqua qu'il n'y avait aucune dispute entre eux, mais qu'ils s'entraînaient tout simplement en s'affrontant. Mais la prochaine fois que j'en aurai l'occasion, je lui offrirai des mochis aux haricots rouges. En entendant les deux d'en bas essayer de se rapprocher du pilier du vent, le corbeau ne put s'empêcher de s'écrier « Arrête ça, s'il te plaît, espèce de crétin !» Cette nuit-là, Sanemi l'avait encore mauvaise d'avoir été dérangé par Tanjiro pendant son combat du matin. Alors qu'il maudissait la terre entière, il attrapa par réflexe et écrasa l'œil qui l'espionnait. Pressentant un danger imminent, il lança immédiatement l'alerte pour que l'armée des pourfendeurs de démons se rende d'urgence chez le maître. Dans la demeure, Musan, enveloppé d'une aura maléfique et glaciale et dégageant toute la prestance du roi des démons, pénétra impunément sur le territoire ennemi comme s'il était chez lui. Kagaya, bien que rongé par une terrible maladie, sentit la présence glaciale d'un démon qui s'avançait dans son jardin.
Muzan marchait d'un pas lent et décontracté, comme un invité de passage chez une vieille connaissance, sans le moindre signe d'inquiétude. Il s'arrêta devant Kagaya, et se mit à rabaisser sans vergogne l'état pitoyable du chef de l'armée des pourfendeurs de démons. Dans la saison 4, épisode 8, face à Muzan, Kagaya demanda à Aman de lui décrire son apparence. Elle répondit qu'il ressemblait à Michael Jackson. Ah non, pardon, qu'il avait l'allure d'un jeune homme aux yeux d'un rouge rosé avec des pupilles verticales comme celles d'un chat. Kagaya comprit que Muzan était venu pour mettre lui-même un point final à la lignée des Ubuyashiki, une famille qu'il détestait profondément. Le roi des démons, agacé, rétorqua, « Toi, le grand chef qui me barre la route depuis 1000 ans, tu ne ressembles plus qu'à un cadavre ambulant, c'est vraiment pathétique. » Kagaya fit un effort surhumain pour se redresser et, tout en crachant du sang, déclara, « Il y a environ 1 an, on m'a annoncé qu'il ne me restait plus que quelques jours à vivre. Pourtant, je suis encore là aujourd'hui, au grand étonnement des médecins. Tout cela, je le dois à ma volonté inébranlable de t'anéantir, Muzan. » Ce dernier répliqua que tous les efforts fournis par Kagaya seraient réduits à néant par ses soins cette nuit même. Le maître répondit avec le même calme, « Pourtant, nous partageons le même sang. Tu es né il y a environ 1000 ans, notre lien de parenté est donc lointain, mais bien réel. C'est à cause du monstre abject que tu es devenu que les descendants des Ubuyashiki sont frappés d'une malédiction qui les condamne à mourir jeunes. Le grand prêtre leur avait révélé que pour sauver leur lignée de l'extinction, ils devaient absolument tuer le démon originel, né de notre propre sang. En épousant des filles de prêtres, nous avons pu perpétuer notre lignée, mais aucun d'entre nous n'a jamais dépassé l'âge de 30 ans. » Muzan se demanda si la maladie de Kagaya ne s'était pas propagée jusqu'à son cerveau pour qu'il tienne un discours aussi interminable. Il affirma qu'il n'existait aucune loi karmique, « J'ai tué des milliers de personnes et le ciel ne m'a jamais puni. Bien au contraire, j'ai toujours été épargné et même béni par le destin. » Kagaya lui demanda alors sereinement, « Si tu le penses vraiment, alors après des milliers d'années, qu'as-tu vu dans tes rêves ?» Muzan trouva cela particulièrement étrange, pourquoi ne ressentait-il aucune haine de la part de l'homme qui lui barrait la route? La lune brillait de 1000 feux ce soir-là, l'air était frais et paisible, mêlé au rire joyeux des enfants qui s'amusaient un peu plus loin. Une sensation de familiarité et d'apaisement étrange l'envahit, ce qui le dégoûta profondément. Grâce à son pouvoir de détection, il réalisa qu'il n'y avait que 4 membres de la famille de Kagaya ici, et aucun garde pour surveiller la demeure. Le maître esquissa un sourire et affirma, « Muzan, tu as toujours rêvé d'éternité et d'immortalité, mais malheureusement pour toi, tu n'y parviendras jamais tant que Nezuko sera sous notre protection. » Le roi des démons pénétra à l'intérieur, réfutant les propos de Kagaya car il avait bien trop de temps devant lui comparé à un vieillard qui avait déjà un pied dans la tombe. Kagaya, quant à lui, croyait fermement que la véritable éternité résidait dans les sentiments indélébiles des humains. Rassemblant ses dernières forces, il déclara que malgré les innombrables vies sacrifiées, l'armée des pourfendeurs ne s'effondrerait jamais. Ce que tu considères comme insignifiant est pourtant la preuve absolue de cette éternité. Très vite, Muzan se retrouva entouré de lueurs enflammées, symbolisant les âmes de ceux qui ne lui pardonneraient jamais. Kagaya insista, « Tu as bafoué ceux qui auraient dû reposer en paix, et c'est pour cela que tu as été emporté dans le tourbillon de la haine. Toute ta vie, tu seras traqué par ces regards et cette volonté, sans jamais connaître le moindre repos. Me tuer ici ne portera aucun coup fatal à l'armée des pourfendeurs. Au bout du compte, toi et tes subordonnés ne comprendraient jamais la force des sentiments humains. » Dans ses dernières volontés, Kagaya assura que sa propre mort ne serait pas vaine, car elle décuplerait la détermination et la ferveur des pourfendeurs de démons. Alors que Muzan levait la main pour l'achever, Kagaya lui adressa un dernier mot de remerciement. Pendant ce temps, les piliers et Tanjiro se ruaient vers la demeure avec un sentiment d'angoisse insoutenable. Lors d'une précédente réunion des piliers, Gyomei avait révélé que le maître refuserait catégoriquement que quiconque ici devienne son garde du corps personnel. Il refusait de monopoliser la précieuse force de combat des piliers pour sa propre sécurité. Shinobu l'avait confirmé, précisant qu'aucun membre de cette lignée par le passé n'avait jamais eu de protection privée. Alors que la demeure se dessinait enfin sous leurs yeux, elle fut instantanément ravagée par un brasier gigantesque. Une explosion effroyable projeta une colonne de fumée noire jusqu'au ciel, laissant les piliers et Tanjiro complètement pétrifiés. Le souffle de la déflagration détruisit en grande partie le corps de Muzan, mais ce n'était rien pour lui grâce à son incroyable pouvoir de régénération. Il n'aurait jamais imaginé que Kagaya, sous ses airs d'homme bienveillant, oserait se sacrifier en entraînant sa femme et ses enfants dans la mort. S'il devait le juger selon des critères humains, Muzan devait admettre que Kagaya avait tout planifié méticuleusement, car il avait incorporé d'innombrables pointes métalliques, afin de ralentir sa régénération ultra rapide. Quel misérable et sournois personnage, il s'est servi de sa propre personne comme d'un appât, tel une vipère. Comment un homme aussi jeune a-t-il pu dissimuler une telle soif de sang?
À peine Muzan venait-il de se reconstituer que des excroissances de chair surgirent, le transperçant d'une multitude de pics acérés. Immobilisé et incapable du moindre mouvement, il n'eut d'autre choix que d'absorber ce sort de pouvoir sanguinaire pour se libérer. C'est alors que Tamayo apparut brusquement et lui enfonça le poing dans le ventre, provoquant la stupéfaction de Musa. Grâce à un talisman masquant la perception du roi des démons, son plan s'était déroulé sans le moindre accroc. Affichant un sourire de satisfaction, Tamayo lui annonça que le produit qu'il venait d'assimiler par sa main n'était autre qu'un remède pour transformer les démons en humains. Hors de lui, il lui empoigna violemment la tête tout en l'injuriant et en insultant la mémoire de son défunt mari. Les larmes aux yeux, elle hurla, « Si j'avais su ce qui m'attendait, je n'aurais jamais accepté de devenir un démon. Si je refusais de mourir de maladie, c'était uniquement pour avoir la chance de voir mon enfant grandir. » Muzan la traita d'hypocrite, en lui rappelant qu'elle aussi avait massacré des innocents avec le sourire aux lèvres. Elle rétorqua, « C'est vrai, j'ai tué par pur désespoir, et pour expier mes crimes, je vais t'emporter avec moi dans la tombe. » Surgissant des décombres, les lèvres murmurant sans cesse des prières, Guillaumet projeta sans l'ombre d'une hésitation son fléau d'arme pour pulvériser la tête de Muzan. Autrefois, bien qu'il n'ait que 4 ans de plus que le pilier de la roche, Kagaya faisait déjà preuve d'une immense maturité. Il avait pleinement reconnu l'acte héroïque de Guillaumet, et lui avait assuré qu'il n'était pas un meurtrier, ce qui avait ému le pilier aux larmes. Le maître savait toujours trouver les mots justes au moment où on en avait le plus besoin. Un peu plus tôt, Kagaya avait confié à Guillaumet que Muzan attaquerait les lieux d'ici environ 5 jours et lui avait demandé de lui trancher la tête. En effet, la famille Ubuyashiki possédait un don de prémonition en plus de leur voix si particulière. Je m'en remets particulièrement à toi pour cette tâche, car ces enfants ne comprendraient pas pourquoi je me sers de moi-même comme appât. Guillaumet, les yeux baignés de larmes, accepta cette ultime requête de son maître. Kagaya le remercia, priant pour un avenir où ses précieux enfants n'auraient plus à mourir. Comme l'avait prédit le maître, si la décapitation ne suffisait pas à tuer Muzan, il faudrait faire durer le combat jusqu'à l'aube pour le consumer sous les rayons du soleil. Et comme prévu, le roi des démons guérit de toutes ses blessures en un battement de cils. Voyant Guillaumet chargé sur lui, Muzan s'agita frénétiquement et projeta son sang noir pour l'éliminer. Mais le pilier de la roche esquiva habilement en utilisant le 3e mouvement du souffle de la roche pour balayer les projections sanglantes. Au même moment, les autres piliers et Tanjiro arrivèrent en renfort, bien décidés à mettre en pièces le démon responsable de tant de terreur parmi les humains. Tous s'élancèrent d'un seul mouvement, libérant leur souffle et leur technique dévastatrice pour terrasser le roi des démons, une bonne fois pour toutes. Muzan se contenta de leur répondre par un sourire méprisant et invoqua la forteresse infinie pour séparer les piliers. Et ils ne furent pas les seuls, car les autres membres de l'armée furent eux aussi aspirés de force dans le repère des démons. Alors que la plupart des jeunes recrues hurlaient de terreur dans leur chute, le jeune Inosuke, lui, jubilait d'excitation. Cet endroit était d'une immensité sans fin, et même tous les corbeaux de liaison des piliers y furent précipités. Zenitsu, le regard vide et déterminé, se laissait tomber sans l'ombre d'une peur ou d'une hésitation. Animé d'une concentration extrême, d'une soif de vengeance et d'un cœur ardent, ces pourfendeurs de démons s'apprêtaient à livrer leur ultime combat, prêts à renvoyer ces démons en enfer, là où est leur place. Alors que les pourfendeurs cherchent un endroit où atterrir, Muzan déclare avec arrogance qu'il va transformer ce lieu en cimetière pour l'armée des pourfendeurs de démons. Alors qu'il est soudainement aspiré dans le vide, Tanjiro hurle de rage que c'est Muzan qui finira par mordre la poussière. Fou de rage, le roi des démons lui rétorque, « Très bien, essaie donc si tu en es capable, Tanjiro. » C'est ainsi que se termine la 4e partie de cette saison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encourager Dino à vous proposer plein de nouvelles vidéos très bientôt.